Bonsoir à tous, mercredi 15 mai, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Voici les titres de cette édition. Les futurs espions formés dans les Yvelines, Sciences Po Saint-Germain vient de lancer son diplôme sur le renseignement et les menaces globales. C'est une première en France, un cursus de 160 heures avec des cours théoriques mais aussi pratiques. Invité de ce journal, Yves Delpuech, responsable à Saint-Quentin en Yvelines de Solidarité Nouvelle face au chômage. L'association a publié un rapport qui met en avant les impacts négatifs du chômage sur la santé des demandeurs d'emploi. Nous parlerons également des actions déployées par SNC. Enfin, la suite de notre focus sur le football féminin. À quelques semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde en France, ce soir, état des lieux de la pratique dans les clubs du département. Le district des Yvelines compte environ 6% de licenciés féminines. Et puis toujours au chapitre sport, nous présenterons dans cette édition le 26e trophée Sport Passion qui se tient demain, c'est au golf de Feucherolles. C'est donc une formation inédite en France, un diplôme sur le renseignement et les nouvelles menaces. Il a été lancé officiellement par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en partenariat avec l'Académie du renseignement. Le cursus qui débutera en octobre sera ouvert aux étudiants, mais aussi aux agents déjà en activité. Les images de Mélanie Poquet. Le renseignement, un monde plein de fantasmes alimenté notamment par les nombreuses séries télévisées sur le sujet. C'est pour ouvrir le secteur vers les domaines universitaires que Sciences Po Saint-Germain-en-Laye propose cette formation. Le DIREM, comprenait diplôme d'établissement sur le renseignement et les menaces globales, a été développé avec l'Académie du renseignement. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, c'est un jeune institut d'études politiques, mais qui, en son sein, dispose d'une équipe très engagée sur ces questions de sécurité, de violence, de lutte contre le terrorisme, puisque nous sommes associés à un laboratoire de recherche qui s'appelle le CESDIP, qui est très orienté sur les questions de sécurité, les questions pénales de façon générale. Le diplôme est organisé en 6 sessions de 3 jours consécutifs qui se dérouleront d'octobre à mars. Une formation de 160 heures environ divisée en 3 grands modules. Un module sur les menaces contemporaines, un module sur le renseignement et un module sur les pratiques et les techniques. Chaque module comporte 4 cours, 4 petits cours, avec des cours sur l'économie du crime organisé, un cours sur le djihadisme salafiste, un cours sur la violence politique et la radicalisation, un cours sur la cybermenace. Ces cours seront donnés par des professeurs d'université et des professionnels du milieu, même diversité de profils chez les élèves, formation initiale pour les étudiants Bac+4, formation en continu pour les agents des services de renseignement déjà en poste. C'est une manière pour tout professionnel d'avoir un éclairage universitaire, bénéficier des derniers résultats de la recherche. Une vingtaine d'étudiants composera chaque année la promotion du diplôme. Les inscriptions à la formation sont ouvertes jusqu'au 28 juin prochain. Une journée pour mettre en avant l'innovation. Spring se déroulait aujourd'hui. C'était sur le campus de Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette. Deuxième édition de cet événement organisé par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, dont fait partie Saint-Quentin en Yvelines. Les acteurs de l'innovation, de la recherche et du développement économique se sont donné rendez-vous au programme business, table ronde, présentation. Un territoire de Paris-Saclay où s'effectue 15% de la recherche publique et privée en France. Et les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. Vous savez qu'on est un cluster, un des clusters mondiaux de l'innovation, qu'on a dénommé Paris-Saclay Innovation Playground. Et c'est l'occasion de montrer l'innovation, de créer les relations entre laboratoires de recherche, chercheurs, start-up et monde économique pour favoriser l'innovation. Le rôle de l'EPA, c'est d'accompagner tout ça et de maximiser les possibles de l'innovation. Et c'est un événement important en termes de visibilité. Et nous vous proposerons un reportage complet sur cette journée demain dans le 7-8 journal. Piloter un appareil sans être à bord, c'est ce que permet un drone. Ce mardi, le groupe d'affaires saint-quentinois HHBC proposait conférences, démonstrations, tests à ses membres au cœur du circuit. Jean-Pierre Beltoise attrape. Retour avec Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Surveiller un site, identifier un intrus grâce à une caméra thermique, des actions parfois invisibles à l'œil possibles grâce au drone, un appareil radiocommandé comme ceux développés par le groupe français Goron.
Montrer la capacité et surtout l'utilité du drone. Aujourd'hui, on sait qu'un drone forcément est moins cher à l'utilisation qu'un hélicoptère et ça, de nombreuses directions l'ont compris depuis longtemps, c'est pour ça qu'elles font appel à nous, puisqu'aujourd'hui une heure d'hélicoptère, son prix d'utilisation varie entre 1000 et 2000 euros, alors que le drone, lui, coûte moins de 100 euros à l'utilisation à l'heure. Plusieurs membres du Happy Hour Business Club ont pu tester ces appareils. Une conférence était proposée ce mardi sur le circuit Jean-Pierre Beltoise. Je trouve ça simple d'utilisation parce que voilà, il y a un joystick gauche pour aller à droite et à gauche, un joystick droite pour avancer en arrière. C'est facile à prendre en main. Je pense que c'est une utilisation qui ne se substitue pas à l'être humain, mais qui vient en complément et en aide, surtout par exemple dans le domaine de recherche de personnes, qui est un secteur qui m'intéresse et pour lequel je fais moi-même cette activité à titre de loisir avec un chien. En France, toute personne souhaitant piloter un drone de plus de 800 grammes doit passer un certificat de pilote de loisir. On va parler à présent emploi et santé dans ce journal, car vous allez le voir, les deux sujets sont liés. Bonsoir Yves Delpuech. Bonsoir. Vous êtes le responsable du groupe de Saint-Quentin-en-Yvelines de Solidarité Nouvelle face au chômage. Cette association lutte contre le chômage et l'exclusion dans toute la France et vous deviez nous présenter un colloque qui allait se dérouler demain. Il a été finalement annulé, mais ça n'empêche pas d'aborder cette thématique en plateau. La santé des demandeurs d'emploi, un enjeu de santé publique, c'est l'objet d'un dernier rapport publié par votre association qui met en avant notamment les conséquences négatives du chômage sur la santé des demandeurs d'emploi. Avant qu'on présente ces conséquences négatives, vous qui êtes au contact de ces demandeurs d'emploi, ils sont en souffrance sur cette question? Souvent en souffrance, et souvent c'est de la souffrance cachée, c'est-à-dire qu'on se cache derrière des grandes théories, des grands mots, pour ne pas avouer qu'on est en souffrance. En plus, on voit ces personnes-là qui vont à Pôle emploi et qui ne veulent surtout pas avoir l'air malade, pour ne pas dire « je ne vais pas pouvoir prendre un emploi à cause des souffrances que je ressens ». Alors, ça veut dire que dans ce sens-là aussi, la mauvaise santé peut-être des demandeurs d'emploi va les exclure face à l'emploi, c'est ça? Ça peut marcher dans ce sens-là? Dans quel sens ça fonctionne? Est-ce que c'est la mauvaise santé qui va un petit peu traumatiser les gens pour rechercher un emploi? Ou est-ce que c'est finalement le chômage qui va avoir des conséquences négatives sur le demandeur d'emploi? Voilà. Donc, et en plus, c'est ce que nous appelons un problème à bas bruit, dans la mesure où personne ne veut en parler. Pôle emploi, ce n'est pas son affaire, puisque lui, c'est de reclasser les gens dans l'activité économique et pas de s'occuper de leur santé. Et quand on va travailler avec la caisse primaire d'assurance maladie, le chômage n'est pas son problème, elle regarde le problème du côté simplement maladie et pas recherche d'emploi. On n'en parle pas assez aussi peut-être dans les médias, c'est un mal invisible aujourd'hui ce sujet de la santé des demandeurs d'emploi. Exactement, et il y a peu d'études, il y a peu de gens qui s'ennuient, qui regardent un petit peu tous ces problèmes. Et même le corps médical n'a pas été formé à gérer ce genre de problème. Vous êtes, vous dressez dans ce rapport des effets négatifs que peut avoir le chômage sur les demandeurs d'emploi. Sont plusieurs ordres ces effets négatifs. Alors, quels sont ces effets justement? Il y a plusieurs classes, si on peut dire. La première, d'abord, c'est l'aspect psychologique. On y reviendra peut-être. La deuxième, c'est l'hygiène de vie qui se dégrade. La troisième, c'est qu'on rentre vraiment dans le dur du sujet avec tous les problèmes médicaux, les abandons de soins, et enfin, ce qui arrive un petit peu plus tard, mais qui arrive quand même, les problèmes financiers qui arrivent. Parce qu'il y a un effet pervers dont vous avez parlé, c'est finalement il y a un phénomène de renoncement aux soins qui est fait par les demandeurs d'emploi. C'est ça qui se passe? Dans un premier temps, la visite chez l'ophtalmologiste, on attendra un petit peu. Et puis cette dent qui commence à me faire mal, c'est cher s'il faut que je fasse une dent. Bon, on attend un petit peu. Et les choses s'accumulent petit à petit. Et en plus, on arrive dans un problème autre, qui est le problème financier, parce que pendant un certain temps, quand vous êtes au chômage, vous bénéficiez de la mutuelle, si on peut dire, que vous aviez en entreprise. La mutuelle tombe, il faut trouver une autre mutuelle. Les revenus sont moins importants. Donc,
on évite de prendre une autre mutuelle, ou on prend une mutuelle à minimum qui rembourse à minimum aussi. Donc, c'est l'effet boule de neige qui arrive. Il y a un autre aspect, vous l'évoquiez, c'est l'aspect psychologique. Il n'y a pas que de la souffrance physique, c'est aussi psychique. Il y a un aspect psychologique. Bon, d'abord, il y a le deuil de l'emploi. Comme toute rupture, ça entraîne un certain nombre de perturbations. Il y a la dépression qui arrive derrière. Il y a aussi de la révolte. Mais ça, je vais dire que la révolte, ça peut être positif. C'est qu'on est déjà dans le rebond quand on se révolte. Et puis, il y a autre chose qui est très grave, c'est la perte de repères sociaux. C'est-à-dire que quand on est en activité, on a le droit d'avoir des loisirs. Quand on se retrouve au chômage, on a mauvaise conscience de prendre des loisirs. Ce qui est complètement aberrant dans la mesure où, pour s'en ressortir mieux, il faut continuer à vivre le plus normalement possible. C'est-à-dire, il faut continuer à aller au cinéma, aller au théâtre, à recevoir et aller chez des amis. Bon, alors bien sûr, chez les amis, c'est t'as retrouvé quelque chose, comment ça se passe, tu vas rebondir. Même si c'est fait dans un esprit de faire rebondir la personne le perçoit parfois très mal. Et alors, le rapport n'est pas que dans le constat, il édifie aussi des propositions, c'est ça, pour qu'il y ait des améliorations sur ce sujet. Quels exemples, quelles pistes, en tout cas, alors, on voudrait déjà préconise l'association? On voudrait déjà travailler un petit peu sur le problème de la mutuelle et de l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'organismes qui permettent quand même aux gens de se soigner pour des sommes très modiques. Nous connaissons bien sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines l'IPS qui peut apporter des soins gratuits pour les publics. Voilà, l'Institut de promotion de la santé qui peut apporter des soins gratuitement aux personnes qui sont en difficulté. Il y a les fameux CCAS, les comités communaux d'action sociale dans les mairies, qui peuvent aussi apporter des solutions. Et puis, on est en train d'essayer de travailler aussi avec les assureurs, avec un grand A, pour qu'ils fassent des propositions avec des tarifs demandeurs d'emploi. Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, sur le groupe de Saint-Quentin en Yvelines. Je voulais qu'on termine par ce groupe, une petite présentation. Combien de bénévoles sont actifs sur cette antenne? Combien de personnes vous accompagnez? Alors, sur Saint-Quentin en Yvelines, on était une trentaine de bénévoles, regroupés sur un seul groupe qui s'appelait Saint-Quentin en Yvelines. Devant l'ampleur que prend le groupe, on a fait des accueils plus dispersés, c'est-à-dire qu'on a un accueil sur le Saint-Quentin centre, le Saint-Quentin historique, un accueil maintenant sur la plaine de Versailles qui comprend Plaisir, Villepreux-les-Claix, et un accueil du côté de Chevreuse avec Magny-les-Hameaux, et puis Chevreuse et la Verrière. Et nous accompagnons à peu près 140 à 150 demandeurs d'emploi par an, avec un taux de retour à l'emploi, mais ça, ce n'est pas que nous, c'est parce que nous avons un plateau très dynamique, un taux de retour à l'emploi de 80% des personnes à 9 mois. Merci Yves Delpuech pour tous ces éléments. Je rappelle que vous êtes le responsable de ce groupe de Saint-Quentin en Yvelines pour Solidarité Nouvelle face au chômage. Avant que je puisse tousser et récupérer un petit peu de ma voix, ce sujet à quelques semaines du lancement de la Coupe du Monde de football féminin, nous poursuivons bien sûr notre dossier de la rédaction. Ce soir, Marilène Yapichino nous propose un état des lieux des sections féminines dans les clubs locaux, rencontre avec ses équipes et aussi le district de football des Yvelines. Reportage. Tous les mardis, à Magny-les-Hameaux et jusque mi-juin, les jeunes filles sont invitées à s'essayer au foot. Objectif, recruter des joueuses pour étoffer, voire créer de nouvelles équipes féminines. Ouais ! Le Magny Football Club et ses 400 licenciés s'est lancé dans le football féminin cette année. 24 joueuses sont inscrites et ont leur créneau d'entraînement dédié. J'ai pensé que c'était bien parce qu'il n'y avait que des garçons qui jouaient et qu'il y ait des filles, ça faisait quelque chose de nouveau. C'est mon frère, il regardait tout le temps le match à la télé et du coup ça m'a donné envie de plus m'intéresser au foot. Pour les motiver, le club va les amener au Parc des Princes assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine le 7 juin prochain.
Dans le district des Yvelines, les féminines représentent 6,2% des licenciés, alors qu'elles n'étaient que 3,2% lors de la saison 2013-2014. Un effectif en croissance qui correspond à la volonté de féminisation du football, du président et de son équipe. L'idée que certains présidents ont maintenant, c'est de se dire il faut peut-être que j'ai une équipe de football garçons de moins pour pouvoir laisser de la place à la création d'une équipe de filles. Ça, il y a 10 ans, c'était impensable. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et maintenant, l'idée est en train de faire son chemin. C'est que c'est pas parce que les garçons jouent au foot depuis toujours qu'il ne faut pas aussi laisser un petit peu de place aux joueuses. Seuls 37 clubs sur 153 dans les Yvelines proposent des sections féminines. Pour les encourager, le district les aide en leur attribuant du matériel. Mais plus que des joueuses, dans les Yvelines, on souhaite également plus de formatrices. Il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas assez d'éducatrices. Nous avons beaucoup d'éducateurs qui se forment, mais pas assez d'éducatrices. Une formation d'éducatrice, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est payant pour les messieurs, pour les hommes, c'est gratuit pour les femmes. Dans le district des Yvelines, parce que, et depuis toujours, parce que c'est une façon d'inciter les filles à se former. Autre cheval de bataille, l'encadrement. Sur les 153 clubs yvelinois, 14 sont présidés par des femmes. Le district organise des journées Femmes franchissez la barrière pour encourager les mamans à s'investir dans les clubs de leurs enfants. Mercredi prochain, donc il faut tout organiser pour que ce soit bien fait. Parmi les 14 présidents de clubs dans les Yvelines, Mireille Lafont est celle qui dirige le plus gros, Elancourt et ses 800 licenciés. Après avoir inscrit ses 2 fils au club, la mère s'investit pour prendre de plus en plus de responsabilités, jusqu'à se retrouver à la tête en juin dernier. Au début, c'est un challenge. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être reconnu? Parce que les femmes dans le foot, c'est pas encore démocratisé. Mais c'est passionnant. C'est passionnant et très enrichissant. Et on travaille avec des personnes dévouées, qui sont passionnées par le monde du football et des parents qui mettent de plus en plus la main à la pâte. La première section féminine d'Elancourt a été créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles sont 62 licenciées. Le club compte également des formatrices, une arbitre et une quasi-parité au sein de son conseil d'administration. Il est le prochain à recevoir le label du foot féminin des mains du président du district. Sur le green sont attendus de nombreux sportifs de haut niveau. Le 26e trophée Sport Passion se déroulera demain, jeudi 16 mai, au YouGolf de Feucherolles, organisé par Sport Passion Communication. Sur ce plateau, Régine Gandolfini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et l'organisatrice de ce trophée Sport Passion qui fête donc cette année sa 26e édition. Alors le principe, c'est un trophée de golf avec un parterre de sportifs de haut niveau réunis. Alors rien que l'année dernière, étaient réunis au YouGolf de Feucherolles, 11 médailles olympiques, 35 titres de champion du monde, 37 titres de champion d'Europe. Pourquoi les réunir, ces sportifs de haut niveau finalement? Quel est l'objectif de cet événement? Ça date de 1994, ça date d'il y a longtemps. Je crois que l'envie que j'avais à ce moment-là, c'était de réunir des sportifs de haut niveau. En fait, moi, j'adorais le sport et j'avais envie de réunir des sportifs de haut niveau sur un golf, qui était un sport que beaucoup de sportifs de haut niveau pratiquaient, et de leur faire une compétition pour voir quel était le sport qui allait remporter ce trophée que j'avais appelé le trophée Sport Passion à ce moment-là, parce qu'il fallait trouver un nom générique qui puisse les réunir. Et tout au début, pendant les premières années, il n'y avait pas du tout d'initiation, donc il n'y avait que des sportifs golfeurs. Voilà. Et c'était le plaisir des rencontres. En fait, je me disais, peut-être qu'un voileux ne rencontre pas un basketteur, un handballeur, un badminton, je ne sais pas comment on dit. Et c'était ça, c'était les rencontres en fait. Et d'échanger sur leurs expériences respectives dans le sport. Bien sûr, échanger sur leurs expériences, mais aussi créer des projets ensemble, de développer des contacts, du réseau, ce qu'on fait beaucoup maintenant et ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Et c'était ça vraiment le concept, c'était de se dire que tu fasses du basket, du ski, du sport automobile, finalement tu es un sportif, vous avez tous la même passion qui est le sport, et voilà, parlez-vous. Et vous me le disiez tout à l'heure en coulisses, c'est aussi de décrocher une journée, de venir sur une journée pour penser à autre chose que son emploi du temps de sportif. Voilà, alors c'est vrai que c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que avec les réseaux sociaux où ils ont moins l'impression finalement d'être loin les uns des autres, parce que on peut tous se suivre sur les réseaux sociaux et on a l'impression de se voir finalement chaque jour. Mais le message que je leur ai fait passer cette année, c'est de leur dire attendez, coupez.
Venez passer une journée, parlez-vous, regardez-vous, et vous allez voir que l'humain, c'est quand même important, le regard, les sensations de se toucher, voilà. Et donc, c'était de leur dire, cette journée-là, c'est une journée magique. Moi, je la considère comme une journée magique. Profitez-en, respirez et profitez, quoi. Dans une ambiance festive, ça c'est aussi le credo de l'événement. Oui. Ah, il y a eu des éditions qui ont été mémorables, notamment avec Luc Alphand, qui était quand même spécialisé pour faire descendre les escaliers en ski, par exemple, ou plonger dans les bunkers avec les voiturettes de golf, ce qui était quand même pas recommandé, mais très très festif. Oui, on voit qu'il y a vraiment un plaisir. Le moment du déjeuner, par exemple, quand ils se retrouvent tous à table et qu'on les voit finalement se réunir par petits groupes avec les invités qui sont là et qui les connaissent pas et qui n'osent pas se mettre avec eux, les conversations s'enchaînent et s'enclenchent, je dirais, tous ensemble. Il y a vraiment, on sent un plaisir d'être là et de passer cette journée. Et vous en parliez, créé en 1994 ce trophée, est-ce qu'il a gagné en popularité, est-ce qu'il a grandi, est-ce que vous avez réussi à constituer un socle de fidèles, des sportifs qui reviennent chaque année? Oui, alors il y en a qui s'appellent les membres fondateurs, donc Antoine Comboiré par exemple, il dit toujours, moi je suis un membre fondateur. Je prendrai Alain Roche qui est là cette année, il était là à la première édition et je crois que s'il en a raté 2-3, c'est vraiment parce qu'il pouvait pas être là. Autrement, il vient tous les ans et il y en a. Et j'ai un sportif, donc qui est François Manche, qui fait du hockey sur gazon. Il va faire les 26 éditions. D'accord. Donc lui, à chaque fois, on le nomme parce qu'on se dit c'est quand même exceptionnel. Et alors, il dit chaque année, peut-être que tu m'inviteras pas l'année prochaine, mais bien sûr qu'il a sa place pour toujours, quoi. Et quels sont les autres sportifs qui ont répondu présent là pour cette invitation, pour cette 26e édition? Cette année, on a 73 sportifs là qui se sont inscrits aujourd'hui, donc ils sont tous internationaux. Des anciens, donc il y a des nouveaux, par exemple comme Arthur Gomez qui était jamais venu, donc qui va venir. Jean-Marc Mormec qui sera présent. Des moins connus, mais avec des palmarès incroyables. Et on a à peu près un tiers des sportifs qui sont en activité. Donc on va avoir des judokas, du canoë, du ski. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sportifs présents. Et alors Yannick Noah sera là aussi. Je peux pas tous les citer là. Il y en a beaucoup de sports différents. En tout cas, il y a 31 sports cette année. Il y a une volonté aussi chaque année, c'est qu'il y a un angle solidaire à ce trophée. Et cette année, vous allez soutenir l'association Solidarité Laïque. Juste avant de présenter l'association, c'est quelque chose d'important, ça, ce côté solidaire pour le trophée Sport Passion. Oui. Alors, je voulais juste dire une petite chose, c'est qu'on s'est aperçu avec le temps, en fait, que les sportifs avaient des choses à dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'engagent. Donc, je pense à Yvan Bourgnon qui va venir et qui s'engage pour le nettoyage des océans. Beaucoup de sportifs s'engagent aussi pour défendre des causes. Et donc, pour moi, je me suis dit, il faut que le trophée Sport Passion soit suive un sportif dans son engagement, soit s'engage sur une cause aussi. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était important qu'on puisse faire passer un message. Donc, je me suis rapprochée du conseil départemental des Yvelines, puisqu'ils sont présents sur cet événement-là. Et je leur ai demandé, voilà, il y a tellement d'associations, comment je peux faire, quoi. Et ils m'ont recommandé Solidarité Laïque, puisque Solidarité Laïque, en fait, est constituée de 51 organisations qui travaillent avec eux. Et chaque année, ils choisissent un projet et ils vont défendre ce projet-là. Et ils changent tous les ans. Donc cette année, on a choisi de défendre le projet Rentrée Solidaire. Et donc donc je me suis une petite ardoise là comme ça, Rentrée Solidaire. Et quel est le principe du coup C'est donc de fournir des fournitures scolaires en fait pour des enfants de la République démocratique du Congo pour cette année. Donc on va demander à tous les participants de venir avec des fournitures scolaires et de les remettre à Solidarité Laïque pour qu'ensuite elles partent au Congo. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 26e trophée Sport Passion? Le soleil déjà, c'est prévu peut-être? Oui. On va voir ça. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour le 26e, toujours bonne humeur et qu'à la fin de la journée on se dise waouh, c'était dur, c'était fatigant, mais qu'est-ce qu'on est heureux, quoi, c'est ça. Merci Régine Gandolfini d'être passée sur ce plateau, fondatrice et organisatrice de ce trophée Sport Passion. 26e édition au programme demain jeudi, c'est au YouGolf de Feucherolles. Et puis mercredi, c'est un jour de sortie au cinéma. C'est le jour aussi de notre petit tour dans les salles obscures du territoire. Les films à l'affiche de l'UGC Ciné SkyWest. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude.
Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine cinématographique. Semaine un petit peu spéciale parce que cette semaine c'est naturellement le lancement du Festival de Cannes. Donc vous avez derrière moi à l'affiche le nouveau Gilles Jarmus qui est sorti hier et qui a fait les montées des marches de Cannes. Donc toute la semaine va être marquée par des nouvelles sorties ponctuées par les sorties de Cannes. Donc notamment vous allez retrouver le nouveau film aussi de Pedro Almodovar, Douleur et gloire, qui sortira uniquement vendredi en salle. Vous retrouvez aussi le nouveau film de Jean Reno, c'est Coup de Blog Legacy. Alors c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est à la retraite et qui va reprendre du service pour sauver une belle qui va entre guillemets atterrir devant sa porte. Vous allez retrouver également deux avant-premières, John Wick Parabellum, donc c'est la suite des John Wick. L'avant-première sera vendredi. Vous retrouvez également aussi une avant-première dimanche, ça pour les plus jeunes téléspectateurs, c'est Stubby, qui raconte la gloire d'un petit chien qui va devenir héros de la Première Guerre mondiale. Et vous allez avoir aussi le dernier film de Charlize Theron, Séduis-moi si tu peux. Alors c'est l'histoire d'une femme qui est destinée à de grandes destinées pour la Maison Blanche américaine et qui va engager une plume qui n'est autre que l'ancienne personne avec qui elle faisait du babysitting dans ses jeunes années. Voilà un petit peu pour les grandes nouveautés de cette semaine à l'UGC SkyWest. Et puis à noter que côté cinéma, nous serons au Festival de Cannes pour suivre les Yvelinois de la Croisette, une série de reportages à retrouver la semaine prochaine dans ce journal, la fin du 7-8 journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée à tous.